C'est à tous, Manu, c'est Jean-Mi. Parfois, dans les jeux de société, on cherche simplement à gagner, à optimiser, prendre l'avantage, aller plus vite que les autres. Et il y a des jeux où la vraie question n'est pas seulement ce que vous allez gagner, c'est surtout à ce que vous allez réussir à rentrer. Aujourd'hui, on prend la mer avec The Fisherman, un jeu qui vous place à la tête d'un bateau de pêche, avec son équipage, ses ressources, et une manière assez totale dans la manière d'aborder la partie. Vous partez du port, vous choisissez votre direction, votre rythme, votre niveau de prise de risque. Et très vite, vous comprenez que chaque décision va avoir un poids. On est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, avec des parties qui durent de 45 à 120 minutes. Il est signé Roberto Lombardo et propose une expérience qui mélange gestion, exploration ainsi que tension progressive. Mais au-delà de ces informations, ce qui marque vraiment, c'est la sensation qui s'installe autour de la table. Au début, tout paraît simple. On pêche, on avance, puis petit à petit les écarts se creusent. Certains joueurs restent proches du port, sécurisent leurs gains, avancent prudemment, alors que d'autres s'éloignent, prennent des risques, vont chercher des prises plus rentables et plus risquées. Et sans qu'on s'en rende compte, la partie commence à se transformer. On commence à compter son carburant, compter les cases, à anticiper le retour avant même d'avoir exploré. Chaque déplacement devient un choix réfléchi, une prise de risque assumée. Et ce qui au départ était une simple progression, devient peu à peu une vraie gestion du danger. En parallèle, les autres joueurs peuvent prendre de plus en plus d'importance, car vous aurez peut-être besoin d'eux pour vous remorquer, vous ramener au port, mais tout cela à un coup. Le jeu construit une expérience très cohérente, une montée en tension basée sur la prise de risque, la gestion du danger, et la capacité à savoir quand s'arrêter au bon moment. Aller plus loin pour gagner plus, ou rentrer à temps pour ne rien perdre. Parce qu'en mer, au final, le plus difficile n'est pas de partir, mais de revenir. Allez, on va voir comment ça se passe. Après avoir quitté le port et posé les bases de l'ambiance, on va maintenant prendre le temps de découvrir le jeu. Pour la mise en place, voir comment on prépare une partie sans se perdre dans les détails. Une fois que tout sera en place, je vous expliquerai le déroulement du jeu, étape par étape, avec les mécaniques principales et les choix qui vont vraiment compter pendant la partie. Prendra aussi un moment pour évoquer les différentes possibilités proposées par le jeu. Et enfin, je vous donnerai mon ressenti, avec ce que le jeu propose réellement autour de la table, ses points forts, son rythme et à qui il s'adresse le mieux selon moi. L'idée, c'est que vous ayez une idée de comment fonctionne le jeu. Alors maintenant que tout est prêt, on peut commencer. Petite présentation générale du jeu, en mémoire de l'Andrea Gale, un bateau qui n'est jamais revenu, et des hommes courageux qui l'ont navigué. Ce jeu s'ouvre sur un hommage à la mer, à sa puissance indomptable et à ceux qui ont osé l'affronter. Les pêcheurs de l'Andrea Gale ont incarné le sacrifice, le travail acharné et la détermination. Leur histoire est devenue légendaire, et leur vie reste gravée comme un symbole de courage face à l'adversité. Ils reposent en paix, bercés par ces eaux qu'ils ont tant aimées et redoutées, témoins uniques de ce que l'on appelle la tempête parfaite. The Fisherman est un jeu qui vous place aux commandes d'un bateau de pêche en haute mer. Ici, vous allez explorer des mers inconnues à la recherche de la prise parfaite. Avant de partir, vous devrez faire des choix. Choisir votre navire, former votre équipage, sélectionner les objets embarqués et bien entendu préparer votre carburant. Alors, serez-vous prêt à appareiller vers les eaux profondes? Dans le jeu, chaque joueur incarne un capitaine prêt à quitter le port, accompagné de son équipage pour naviguer en haute mer. Votre objectif est simple. Pêcher le plus possible et remplir la cave de votre bateau avec des créatures ayant une valeur économique. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi partir à la recherche de nouvelles espèces destinées aux aquariums locaux. Mais attention, la mer ne pardonne pas. Chaque décision compte, s'aventurer trop loin peut coûter cher en carburant. Et un équipage fatigué ou en danger peut compromettre toute votre expédition. Il faut donc trouver le bon équilibre entre ambition et prudence. Vous n'êtes pas seul en mer. Les autres joueurs sont aussi des capitaines, et parfois il faut coopérer. En cas de signal de détresse, un SOS, il est conseillé de s'organiser ensemble pour effectuer un sauvetage. Car rentrer au port sain et sauf avec votre équipage et votre bateau reste essentiel, mais ces décisions impliquent parfois des compromis. Tout ce que vous remontez à bord n'est pas forcément utile. Vous devrez éviter de pêcher des carcasses, des objets inutiles ou même dangereux. Votre objectif est clair. Capturer les espèces les plus rares et les plus grandes. Le jeu vous pousse à aller toujours plus loin, explorer les eaux plus sombres, les plus profondes, affronter les dangers et surpasser les autres joueurs. Le but ultime, devenir le roi des loups de mer. Dans la boîte, vous trouverez plusieurs éléments pour jouer. Vous avez ces fiches de bateau, qui vous permettent de construire votre propre navire de pêche. Des standees acryliques de très bonne qualité, qui représentent chaque joueur. Différentes cartes, que ce soit des cartes poissons, réparties selon les zones de pêche que vous retrouvez sur le plateau. Des cartes désastres, des cartes imprévues. Et bien entendu, des opportunités. Des jetons d'objets, de carburant. Et finalement, ces dés. Vous avez un dé à 6 faces, 20 faces, 10 faces. Le cœur du jeu repose sur un objectif très simple. Atteindre un montant d'argent défini avant les autres joueurs. Par exemple, vous décidez de jouer en 20 000 $. Pour y arriver, vous devez capturer les prises les plus convoitées, mais aussi survivre à chacune de vos sorties en mer. Son moteur n'est pas qu'un objectif, il détermine aussi la durée de la partie.
Plus il est bas, plus la partie est rapide. Plus il est élevé, plus la partie s'étend dans le temps. Mais ce n'est pas la seule manière de jouer. Il existe également, dans le livret de règles, différentes missions qui proposent des objectifs alternatifs et des campagnes pour des parties plus longues et immersives. Comment allez-vous gagner de l'argent? Une fois en mer, la pêche commence. Votre priorité est claire, capturer les plus grosses prises, celles qui rapportent le plus vous aventurez loin. Comme vous voyez, c'est divisé en 4 zones. Plus les eaux sont profondes et plus les prises deviennent rares. Vous pouvez alors tomber sur des espèces précieuses, des créatures inconnues, voire même des monstres marins. Pour pêcher, vous lancez un dé à 10 faces. Et le résultat détermine ce que vous obtenez. Entre 2 et 7, vous piochez une carte poisson correspondant à la zone où vous vous trouvez. Donc, zone A, B, C et D, et ici, les decks de cartes associés. Si vous faites 1, vous avez de la chance. Dans ce cas, vous pêchez dans la zone suivante. C'est-à-dire que si j'arrive à faire 1, que je suis en zone A, je peux piocher une carte de la zone B. Une fois capturé, le poisson est placé dans la chambre froide de votre bateau. Mais attention, vous ne gagnez de l'argent qu'en revenant au port. La carte est divisée en zones bien distinctes. Vous voyez les frontières. A, B, C et D. La logique est simple. Un poisson A se pêche en zone A, un poisson B en zone B, et ainsi de suite. La zone D est la plus éloignée des côtes. C'est aussi la plus profonde. Elle offre donc des prises plus intéressantes, mais demande une gestion très précise du carburant. Dans certains cas, il peut même être nécessaire de relâcher des poissons pour économiser du carburant. Pour la mise en place sur la carte, tous les joueurs vont commencer au même endroit, sur la zone verte située en bas. C'est le port de départ. À chaque tour, vous allez déplacer votre bateau. Pour avancer, le mouvement est simple. Déplacez votre bateau soit verticalement, soit horizontalement. Les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés. Il est aussi possible de se déplacer de 2 cases en un seul tour. Par exemple, de là jusqu'à là. Mais dans ce cas-là, vous ne pêchez pas. Vous renoncez à la phase de pêche. Mais vous devez tout de même effectuer la phase des imprévus. Ce déplacement est interdit dans les zones vertes et jaunes, c'est-à-dire les zones les plus proches de la côte. Chaque déplacement a un coût. Pour chaque case parcourue, vous dépensez un jeton de carburant. Cela s'applique aussi bien pour partir en mer que pour revenir au port. La gestion du carburant est donc essentielle. Par exemple, si vous avez 10 jetons carburant, vous pouvez vous éloigner de 5 cases avant de revenir, car il faut aussi prévoir le retour. Certaines cases représentent des obstacles, des rochers ou une île avec un phare. Ils ne peuvent pas être traversés. Ils doivent être contournés et vous ne pouvez jamais traverser à travers. Le jeu propose 2 plateaux. Elles suivent les mêmes règles, mais les limites de zone peuvent varier. Et toutes les cartes respectent ces mêmes règles. Au début de la partie, chaque joueur a son propre bateau. Ce bateau vous accompagne tout au long du jeu, jusqu'à ce qu'il coule. On est ici dans une sorte de logique de progression. Votre bateau est unique et il évolue avec votre aventure. La fiche du bateau est divisée en plusieurs zones. Chaque zone a une fonction précise. Cette zone-là, c'est là que vous donnez vie à votre équipage. Vous écrivez le nom du bateau, le nom du capitaine et le nom des membres de l'équipage. Le nombre de marins est déterminé lors de la création. J'y viendrai un petit peu plus tard. Ici, vous allez mettre les jetons carburant. Vous les placez directement sur le cadre de carburant du bateau. Ici, la cale, vous placez les cartes poissons que vous avez pêchées. Ici, c'est réservé aux objets. Les équipements que vous embarquez sont placés ici. Ici, nous avons les caractéristiques du bateau. Vous inscrivez les valeurs que vous aurez déterminées lors de la création. Ces caractéristiques ne peuvent pas être modifiées immédiatement. Elles changent après avoir complété des campagnes. Et finalement, cette zone-là, qui est un espace libre pour noter vos gains, ou toute information liée à votre partie. Créer son bateau est simple, mais demande de bien réfléchir. Chaque joueur commence avec 25 points de base. Ensuite, vous lancez un dé à 10 faces et vous ajoutez le résultat à ces 25 points. Ces points vont servir à définir les caractéristiques de votre bateau. Vous devez répartir ces caractéristiques entre plusieurs éléments. La résistance du bateau. Cette valeur représente la solidité de votre navire. Lorsque ces points sont épuisés, le bateau coule. Le réservoir. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Elle détermine votre quantité de carburant. Plus vous en avez, plus vous pouvez vous éloigner. Comme je vous disais, avec 18 points en réservoir, vous pouvez parcourir 9 cases vers la mer et revenir sur la même distance. Ici, c'est l'équipement. Elle définit le nombre d'objets que vous pouvez emporter. Ces objets peuvent être très variés, des défibrillateurs pour l'équipage, une arme en cas de poisson dangereux, du gilet de sauvetage ou même des fusées de détresse. Et ici l'équipage. Cela correspond au nombre de marins à bord. Une fois que vous avez réparti tous ces points entre ces caractéristiques, vous inscrivez les résultats dans cette zone de votre fiche. Et vous notez les noms de votre équipage dans cette zone-là. Avant de partir en mer, vous pouvez changer des objets sur votre bateau. Le nombre d'objets que vous pouvez embarquer dépend directement de la capacité que vous avez définie lors de la création. Mais il existe une exception importante. À votre retour au port,
vous choisissez d'échanger certains poissons contre des objets plutôt que contre de l'argent, vous pouvez alors dépasser cette capacité initiale. Par exemple, si vous avez 3 en capacité d'objets, au départ, vous pouvez en embarquer 3. Mais si pendant votre partie, vous récupérez un poisson qui vous permet d'obtenir 2 objets, alors une fois de retour au port, vous pouvez ajouter ces 2 objets, ce qui vous amène un total de 5, même si votre capacité initiale était de 3. Ce choix peut être très stratégique. Échanger des poissons contre des objets peut être très utile, surtout si votre capacité de départ est faible. Chaque objet a un rôle précis et peut faire la différence en mer. Ici, nous avons le défibrillateur. Il est utilisé en cas d'arrêt cardiaque ou d'accident, que ce soit pour votre équipage ou celui d'un autre joueur. Sans lui, vous pourrez perdre un membre précieux. Le gilet de sauvetage est indispensable à cas de chute de mer. Il permet d'éviter des conséquences graves et en avoir plusieurs à bord peut être utile. Le fusil est une arme qui peut s'avérer nécessaire si vous rencontrez une espèce dangereuse ou un monstre marin. Mais attention, vous ne pourrez jamais utiliser cette arme contre un autre joueur. Sinon, vous finirez en prison. La fusée de détresse, elle est absolument essentielle si vous voulez envoyer un signal SOS et espérer rentrer au port sain et sauf. Sans fusée, vous serez seul en mer, à moins que d'autres joueurs décident de vous aider. Le carburant est l'une des ressources les plus importantes du jeu. La quantité de carburant dont vous disposez est directement liée aux caractéristiques de votre bateau. Il est recommandé d'avoir au moins 16 en valeur de carburant, car sans carburant, aucune exploration. Et surtout, aucun retour possible. Maintenant que tout est prêt, votre bateau est créé, votre équipage est recruté, le carburant est chargé, alors il est temps de prendre la mer. Placez tous les bateaux sur les cases vertes, comme ceci. Ces cases représentent le port de départ. Ensuite, déterminez qui commence premier, puis définissez l'ordre des tours. Chaque joueur va jouer à tour de rôle, et à chaque tour, il devra suivre 3 phases, toujours dans le même ordre. Mouvement, pêche, événement. Un tour se déroule donc en 3 étapes successives, voyons-les une par une. La phase de mouvement. Le joueur actif commence par déplacer son bateau. Il peut avancer d'une case, soit verticalement, soit horizontalement, mais jamais en diagonale. Dès que le déplacement est effectué, il doit immédiatement défausser un jeton carburant. Ce jeton est placé hors de la fiche de bateau. Vous êtes maintenant en mer. Il existe une option supplémentaire, le déplacement de 2 cases. Mais attention, ce choix a un coût. Vous renoncez à votre phase de pêche. Et malgré cela, vous devez quand même lancer les dés pour la phase des événements. Dans ce cas, si vous obtenez entre 1 et 7, il ne se passe rien, mais si vous obtenez 0, 8 ou 9, vous devez piocher une carte événement. Autre règle importante, dans les cases vertes et jaunes, le déplacement de 2 est interdit. Après votre déplacement, vous pouvez commencer à pêcher. Si vous êtes dans la zone A, vous lancez un dé à 10 faces. 2 et 7, vous attrapez un poisson et vous piochez la carte correspondante. Dans ce cas, la zone A, vous lisez son contenu, puis vous placez la carte à cet endroit de votre bateau. Votre poisson est maintenant sécurisé. Si vous obtenez un 1, vous avez de la chance, vous pouvez piocher dans la carte suivante. Là, j'aurais pioché comme ceci. Important, une fois capturé, un poisson ne peut être échangé contre de l'argent ou des objets qu'une fois de retour au port. Cependant, dans certains cas, vous pouvez décider de le relâcher immédiatement et obtenir des jetons carburant en échange si la carte le permet. Si lors de votre lancer de dés, vous faites 0, 8 ou 9, vous ne pêchez pas de poisson. À la place, un événement se produit. Le type d'événement dépend du résultat. Si vous faites 8, vous piochez une carte occasion. Si vous faites 9, vous piochez une carte imprévue. Si vous faites 0, vous piochez une carte désastre. Bonne chance à vous. À chaque fois, vous retournez la carte en fonction du résultat du dé lors de votre pêche et vous appliquez le résultat. Les cartes poissons sont réparties en 4 zones, A, B, C et D, représentant toutes les créatures que vous pouvez pêcher, parfois avec quelques surprises. Chaque carte contient les éléments suivants. Une image de la créature capturée, un texte descriptif et surtout des valeurs importantes. D'abord le poids. Il indique la taille et le poids de la prise. Ensuite la valeur. C'est le montant que vous gagnez si vous échangez ce poisson contre de l'argent. Ici, les objets, ce chiffre indique combien d'objets vous pouvez obtenir si vous choisissez d'échanger ce poisson contre de l'équipement plutôt que contre de l'argent. Et ici, le carburant, c'est une valeur immédiate. Si vous décidez de relâcher ce poisson en mer, vous gagnez immédiatement le nombre de jetons carburant. Si vous le faites, le poisson est remis dans son paquet d'origine et le paquet est mélangé. Les cartes occasion représentent généralement un événement positif. Elles vous donnent un avantage. Vous devez lire la carte et appliquer exactement ce qui est décrit. Les cartes imprévues représentent des événements gênants. Elles peuvent vous ralentir, vous faire perdre du temps ou consommer vos ressources. Même si elles sont moins graves que les désastres, elles peuvent quand même avoir un impact important.
Finalement, les désastres sont les plus dangereuses. Elles représentent des événements graves, des situations qui peuvent endommager votre bateau ou mettre votre équipage en danger. Dans certains cas, vous devez utiliser vos objets pour vous en sortir. Pour toutes ces cartes, occasion imprévue ou désastre, vous devez suivre les instructions indiquées. Les actions effectuées sont toujours écrites directement sur les cartes. En lançant le dé, s'il sort 0, donc vous devrez prendre une carte catastrophe. Vous pouvez modifier le score du dé pour l'éviter en utilisant un jeton carburant. Si vous dépassez 3 jetons, vous diminuez le score de 0 à 9. Donc prenez un imprévu. En dépassant 5 jetons carburant, vous diminuez le score de 0 à 8. Prenez donc une carte occasion. À partir de la zone B, il y a les événements océaniques, c'est-à-dire le courant. À chaque tour du premier joueur, vous lancez un dé 10. Vous allez suivre un schéma que vous retrouvez dans le livret de règles. 1-2, tous les joueurs se déplacent d'une case vers le haut à cause du courant. 3-4, d'une case vers la droite. 5-6, d'une case vers la gauche. 7-8, d'une case vers l'arrière. Si à cause du courant, vous finissez sur des rochers, des obstacles et d'autres bateaux, vous subissez 1 des 6 divisé par 2 de dommages. En accostant un bateau, vous pouvez exécuter une action d'accostage pour essayer de prendre quelque chose au malchanceux. Une fois le bateau accosté, vous lancez un des 10. La valeur détermine l'issue de l'abordage. Le nombre d'équipages du bateau attaqué représente le nombre d'objets, cartes qui peuvent être pris divisé par 2. C'est-à-dire que si un bateau a 4 équipages, vous pouvez soustraire max 2 ressources. Dans à 4, l'abordage est exécuté. Vous volez les ressources comme je viens de vous dire. 5 à 8, non exécuté. Vous subissez 1 des 6 de dommages divisé par 2. Toujours arrondi au supérieur. Et 9 et 0, l'abordage est exécuté. Vous voulez les ressources comme décrit ci-dessus, et le sujet abordé subit 1 des 6 de dommages divisé par 2. Si les points de carburant s'épuisent et que nous sommes encore loin du port, vous avez plusieurs possibilités pour entrer. Un autre joueur peut vous accoster dans la case adjacente et se déplacer vers le port en vous remorquant. Cette opération coûtera à celui qui vous remorque 2 jetons carburant par tour. Bien entendu, ce joueur vous demandera sûrement quelque chose en échange. Vous pouvez lancer une fusée. Dans ce cas, à la fin du tour des joueurs, positionnez votre bateau au port et dépensez 4000 $ pour le sauvetage. Si vous ne disposez pas de la somme, vous repartirez à votre tour avec un compte négatif. Vous pouvez jeter des poissons à la mer que vous avez en cale, qui peuvent vous donner des jetons carburants pour réussir à rentrer au port. Vous pouvez vous laisser porter à la dérive, lancer un D6 et suivez les règles. Et suivez les règles suivantes. Si vous faites 1-2, vous déplacez d'une case, 3-4 de 2 cases, 5-6 de 3 cases. À la fin du déplacement, prenez une carte catastrophe. Si vous n'êtes pas encore arrivé au port, vous pouvez refaire l'opération. Que se passe-t-il si vous n'avez plus d'équipage ou que c'est la fin des points de structure de votre bateau? Là, vous avez des ennuis si vous n'avez plus d'équipage. Si pour des causes plus ou moins naturelles, votre équipage passe dans l'au-delà, vous devrez nécessairement rentrer au port sans pouvoir pêcher, donc effectuer seulement le tour mouvement. Après chaque 3 cases de mouvement, à la 4e, vous devez prendre une carte catastrophe. Une fois rentré au port, vous pouvez écrire les nouveaux noms de l'équipage. Ensuite, vous pouvez repartir en haute mer. Sans équipage, on ne peut pas pêcher. On doit nécessairement rentrer au port. Si vous avez épuisé tous vos jetons structure, vous êtes sur le point de couler. La seule façon de vous sauver est d'envoyer une fusée, de la même manière que je vous indiquais précédemment. Ou de vous faire remorquer par un autre joueur jusqu'au port, qui devra utiliser 2 jetons carburant pour chaque tour de mouvement. Il ne pourra pas utiliser votre carburant, mais seulement le sien. Finalement, si après toutes ces péripéties, si vous arrivez au port d'une de ces manières, vous devez payer 5000 $ pour faire réparer votre bateau et ramener les points de structure à la valeur initiale. Si vous n'avez pas cette somme, vous repartirez avec moins 5000. Si aucune des deux méthodes n'est appliquée, votre bateau a coulé et vous êtes hors jeu. Avant de vous donner mon ressenti complet sur le jeu, si vous aimez les jeux où on parle aventure sans être sûr de rentrer, alors vous êtes clairement au bon endroit. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties en mer. Laissez un like si ce genre de jeu vous intrigue et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à jouer la sécurité ou à tenter le grand large, quitte à tout risquer? Allez, on rentre au port et je vous donne mon avis. Quand on lance une partie de The Fisherman, on comprend qu'on est dans un jeu de progression. On part du port presque calmement, et petit à petit, une forme de tension s'installe, discrète mais de plus en plus présente. Ce qui est particulièrement réussi, c'est cette sensation de voyage. On ne fait pas juste des actions abstraites, on a vraiment l'impression de partir en mer. Le simple fait de devoir gérer son carburant pour l'aller et le retour change complètement la manière de jouer. Chaque déplacement devient un engagement. On ne bouge pas juste pour avancer, on bouge en pensant déjà au retour. Autour de la table, ça crée quelque chose de très naturel. Des silences, des regards vers la carte, des calculs discrets, et parfois des décisions un peu audacieuses. Les tours sont fluides, lisibles, presque instinctifs. Mouvement, pêche, événement. Sa structure simple permet de se concentrer sur l'essentiel, les choix, et ces choix sont constants. Est-ce qu'on pousse plus loin? Est-ce qu'on sécurise ce qu'on a? Est-ce qu'on prend un risque pour espérer mieux? Ce sont des questions qui reviennent en permanence sans alourdir le jeu. C'est un jeu où la tension est intérieure. On ressent une forme de pression douce liée à la gestion et à l'incertitude. Et quand les premières difficultés arrivent, manque de carburant, événements négatifs ou trop compliqués, cette tension devient collective. On commence à discuter, observer les autres, anticiper leurs décisions. L'interaction entre les joueurs est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle reste très naturelle. Elle n'est jamais imposée, mais elle existe vraiment. Les situations de sauvetage, les échanges possibles, les négociations, les assauts, tout ça crée des moments très humains autour de la table. Chaque aide a un coût, chaque décision a une conséquence, et ça renforce l'immersion.
Sur la cohérence entre les mécaniques et le thème, le jeu est convaincant. Tout est aligné. La pêche par zone, la profondeur des eaux, la rareté des prises, la gestion du carburant, le retour au port. Rien ne semble artificiel. Même les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, participent à cette sensation d'imprévu propre à la mer. On n'a pas l'impression de subir des règles, mais plutôt de vivre une situation. Ce qui ressort aussi, c'est la qualité des décisions proposées. Le jeu ne cherche pas à multiplier les actions complexes, mais à rendre chaque choix significatif. Il y a une vraie satisfaction à optimiser son trajet, à gérer ses ressources, à décider du bon moment pour entrer. Et surtout, il y a cette gestion du risque qui est au cœur de l'expérience. On est constamment entre l'équilibré, ambition et prudence. L'accessibilité est également bien dosée. Les règles sont simples à comprendre et la structure du tour aide beaucoup. On peut rapidement se lancer dans une partie sans se sentir perdu. En revanche, le jeu révèle sa profondeur avec l'expérience. Les premières parties savent souvent comprendre l'importance de certaines décisions, notamment autour du carburant et des événements. Ensuite, on joue différemment, de manière plus réfléchie. La rejouabilité repose sur plusieurs éléments. Les cartes, bien sûr, qui renouvellent les situations, les différentes zones, les prises possibles, les événements. Tout cela évite une répétition. Mais également, ce sont les joueurs eux-mêmes qui créent la variété. Les choix, les prises de risques, les interactions, aucune partie ne se déroule exactement comme la précédente. Ce qui est appréciable, c'est que le jeu laisse de la place à différents styles. Certains joueurs vont adopter une approche prudente, sécurisée, avec des allers-retours fréquents. D'autres vont tenter des expéditions plus longues, plus risquées, en cherchant des gains plus importants. Et les deux approches peuvent fonctionner. En termes de public, le jeu trouve facilement sa place auprès des joueurs qui apprécient cette expérience immersive avec une vraie présence du thème. Ceux qui aiment réfléchir sans être submergés de règles, y trouveront un bon équilibre. C'est un jeu qui fonctionne également bien avec les groupes qui aiment négocier, discuter et prendre des décisions entre eux. Au final, The Fisherman propose une expérience posée, cohérente et immersive. C'est un jeu qui est juste et élégant. Il installe une tension progressive, il donne du poids aux décisions, et il réussit à créer une ambiance qui reste en tête après la partie. C'est un jeu qui marque et qui, tranquillement, donne envie d'y retourner. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!